Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'impro ciné-critique, on va parler du nouveau film de M. Night Shyamalan dont tout le monde parle en ce moment. Glass, sorti ce mercredi au cinéma et avec, vous savez donc, hein, si vous suivez un petit peu l'actualité, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Anna Taylor-Joy. Bref, c'est la suite de Incassable et de Split. Shyamalan nous propose donc ici la conclusion de sa toute première trilogie cinématographique. Et voilà que je suis profondément embêté, et j'ai même presque pour la première fois hésité à en faire une impro ciné-critique. C'est tellement dur de parler de ce film aussi à chaud. Alors à chaud, oui, là, je me suis permis une petite balade de réflexion en rentrant du cinéma. J'en avais besoin. J'ai un peu pris froid d'ailleurs, parce que j'ai marché là. Et il fait pas chaud. Donc, voilà. Parce que, en fait, ce film, je le sens, mérite plusieurs visionnages. J'aurais envie de le revoir avant d'en parler, en fait. Mais bon, je ne vais pas avoir le temps de le revoir là, ces prochains jours. Et j'ai quand même envie d'en parler. L'envie d'en parler a finalement pris le dessus. Parce que je peux comprendre à quel point ce film va diviser les gens. Et d'ailleurs, c'est du pain béni pour les haters de Shyamalan, ce film. J'ai vu et lu aucune critique avant de voir le film et de faire cette vidéo. Mais je sais que des retours ont été négatifs, voilà, par des titres de vidéos, tout ça. Et que c'est du 80% de négatif jusque-là. Et je comprends. Sauf, qu'est-ce que j'en pense, moi, du coup, au milieu de tout ça? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que la fin m'a fait plaisir. J'ai beaucoup vibré sur la fin. Pas seulement parce que j'ai été surpris, parce que oui, il y a du twist. Là, Shyamalan revient dans la mouvance du twist, qui avait fait un petit peu sa marque de fabrique du début de sa carrière. Et ça, ouais, il y a des choses brillantes et grandioses à la fin, si le message qu'il a voulu faire passer est celui que j'ai compris. Mais ça, c'est pas évident. Donc, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut essayer d'interpréter aussi derrière. Il laisse beaucoup de clés aux spectateurs. Et ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien les fins comme ça qui te laissent réfléchir et qui te donnent aussi des réponses, mais pas trop, parce que voilà. C'est un petit peu un truc que j'ai bien aimé dans Lost, ça, la série. Et j'ai retrouvé ça ici. Bon, même s'il n'y a pas de comparaison vraiment à faire dans les univers. Bref, le problème de ce film, c'est que je pense donc qu'il faut le voir plusieurs fois et que si on fait une analyse frontale à chaud après un premier visionnage, ouais, on peut très très vite être déçu. Il y a des choses qui, d'ailleurs, si je m'écoutais, me décevraient. Mais j'ai envie de voir une globalité et d'avoir un certain recul anticipé en le revoyant. Et j'ai envie déjà de faire confiance à ce film et de voir que après certains revisionnages ou certaines lectures de critiques, où je vais visionner beaucoup de vidéos de critiques de ce film derrière, hein, ça c'est clair, peut-être que ça va me conforter dans cette idée. Bref, un film qui est peut-être sorti trop tard, parce que si j'ai bien compris un petit peu l'idée, Shyamalan il a écrit cette trilogie, donc Incassable, Split et Glass, dès le début. Et on le voit que ce film est prêt, j'allais dire, à 20 ans de retard. D'une manière ou d'une autre, oui. Sur sa révélation finale, il sort peut-être trop tard ce film. Mais bon. Alors que ouais, j'ai l'œil qui coule, mais ça c'est pas grave. C'est pas parce que je suis en train de pleurer, c'est que juste le froid dehors m'a un petit peu épris. On va dire ça comme ça. Bref, oui, c'est un film qui sort en 2019 et fatalement, il y a des choses qui collent pas avec notre modernité. Mais ça, j'y reviendrai en spoiler, parce que là, je vais être obligé de spoiler à donf en deuxième partie de vidéo. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Bon, déjà, le synopsis rapide, bah, c'est la suite plus ou moins de Split. Bon, là, Shyamalan, en fait, il spoil totalement Split. C'est sûr que le film Split n'a aucun intérêt si vous l'avez pas vu avant et si vous allez voir ce film. Enfin, aucun intérêt, non, parce qu'on voit comment les personnages donc de Kevin, joué par James McAvoy, enfin Kevin et ses personnalités multiples, ainsi que le personnage de Casey, on voit comment ils se sont formés dans le film Split, et le film Split a pas mal d'intérêt aussi. Bref, on se retrouve peu après Split, alors je sais pas combien de temps, quelques mois après Split peut-être. Et donc le personnage de la bête donc a pris le dessus, enfin plus ou moins, sur les autres personnages de la personnalité multiple du jeune Kevin, Kevin, bref Kevin.
Je suis un petit peu encore troublé. On va l'appeler Kevin. Kevin Wendell Crumb, voilà. Bref, dès le début du film, on voit que les personnalités maléfiques de Kevin ont encore kidnappé des filles, comme ça a été le cas dans Split. Même topo. Et on apprend, et là c'est le retour du personnage David Dunn, joué par Bruce Willis, que David Dunn s'est un petit peu transformé en super-héros, une sorte de gardien, de petit chaperon vert et d'autres surnoms d'observateur, de plein de trucs, enfin il a plein de surnoms. Et il est là pour essayer d'arrêter la horde, parce qu'en fait c'est la horde qui a enlevé ces filles-là. Et il fait le tour du voisinage et tout, sauf que le problème c'est qu'à chaque fois qu'il essaye de trouver le coupable, il tombe sur d'autres gens qui n'ont pas fait des bonnes choses et il s'occupe d'eux. Bon, voilà, il se perd un petit peu. Aidé en cela par son fils, et on retrouve avec plaisir le jeune Joseph qui a grandi, qui a la trentaine maintenant, et le retour de Spencer Treat Clark qu'on n'a plus vu au cinéma depuis très longtemps, je pense. Enfin, pas depuis Incassable, mais en tout cas dans des films marquants, on l'avait plus revu depuis. Enfin, on l'avait revu dans Gladiator l'année d'après où il jouait le rôle du jeune Lucius. Voilà. Donc, on se retrouve là, et puis voilà, il se passe ce qui doit se passer, et on retrouve la bête, enfin Kevin, David, dans un hôpital psychiatrique dans lequel est retenu depuis 15 ans, plus de 15 ans, un certain Elijah Price, Samuel L. Jackson. Donc, et ça, c'est un petit peu tout ce que la bande-annonce et les photos du film nous laissaient présager. À un moment, les trois personnages seront réunis dans cet hôpital psychiatrique. Voilà. Donc ça, c'est le synopsis, et j'en dirai pas plus sur les détails, parce que là, si on commence à déjà donner quelques petits trucs en plus, eh ben, on spoil des choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le global non-spoil? Les acteurs sont bons. Bon, voilà, enfin, ouais, si, James McAvoy est très bon, comme dans Split. Alors, évidemment, ça fait redite de Split. Vous allez me dire, c'est dommage, mais bon, ça fait quand même plaisir de le voir à fond dans son rôle et toujours aussi bon. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi Samuel L. Jackson dans le film. Très discret dans la première partie, mais après, il révèle pas mal son personnage et il a un jeu en subtilité et un petit peu machiavélique, franchement, super bien. Bruce Willis, un peu en retrait, même s'il fait du Bruce Willis et on aime toujours ça. Le problème, c'est que le personnage de David Dunn dans le film n'est pas vraiment mis en avant, je trouve, et c'est pour ça que Bruce Willis est en retrait. Bon, voilà. Bon, ça, c'est quelque chose de personnel, mais bon, rien de bien grave. Après, les personnages secondaires, bon, Anna Taylor-Joy est plutôt correcte, mais elle aussi, bon, par rapport à Split, forcément, elle est mise de côté. Spencer Treat Clark, bon, ouais. On voit quand même qu'il est plus dans le business cinématographique depuis plusieurs années, mais bon, il fait quand même le boulot, sans plus. Il y a aussi Charlene Woodard qui revient, la mère d'Elijah, et qui était déjà la mère d'Elijah dans Incassable. Bon, je sais pas quel âge elle a dans le film, c'est bizarre, ils l'ont vieilli, l'actrice, ça se voit. Bon, c'est un petit peu maladroit parfois, mais bon, tant pis. Et Sarah Paulson, qui joue le rôle de la psychiatre, donc qui s'occupe des trois héros dans l'asile. Voilà, Sarah Paulson, actrice qu'on avait récemment vue dans Bird Box, et qui est surtout reconnue pour ses apparitions dans la série American Horror Story. Bref, voilà. Et puis il y a M. Night Shyamalan qui fait son caméo, mais ça, il faudra que j'en parle en petit spoiler, parce qu'il y a un petit truc drôle à dire là-dessus. Voilà. Donc les acteurs bons, la réalisation est plutôt correcte. Bon, Shyamalan nous a déjà plus, on va dire, épaté, notamment dans Incassable ou dans le Sixième Sens, mais il fait son travail. Il essaye parfois de nous surprendre, comme cette caméra bizarre GoPro là, dans une scène de combat accrochée sur le torse de Bruce Willis. C'est bizarre. Sur le coup, je suis là en me disant, oh là, ouais, c'est quoi ça? Mais bon, après, il y a pas d'énormes fautes de goût non plus, et puis ça se passe bien, et puis voilà. Alors, il y a un petit bémol sur la scène d'intro, quand même, qui est moins marquante que celle, enfin, la scène d'intro, les premières scènes dans leur globalité, qui sont moins marquantes que celles de Split ou d'Incassable, mais on voit qu'on est déjà direct dans le vif du sujet, voilà, c'est le dernier volet d'une trilogie. Mais après, voilà, les scènes d'exposition des personnages sont là, ce qui peut être un peu dérangeant pour beaucoup, parce que forcément, si vous avez vu, comme moi, revu Incassable et Split avant, c'est clair que ça fait redite. On passe quand même 30 minutes, un peu plus, à nous faire quand même des belles références à Incassable et Split. Alors ça ne m'a pas spécialement dérangé, je m'y attendais, en fait. Et si vous n'avez pas revu les films avant, finalement, ça tombe bien. Et puis si vous ne connaissez pas les deux films, et que vous découvrez donc l'univers qu'il nous propose ici avec Glace, au moins ça vous raccorde avec l'ensemble. Mais bon, voilà, après c'était inévitable et ça m'a pas spécialement dérangé parce que encore une fois, comme je le disais, je m'attendais un peu à ça.
Voilà. Donc, réalisation assez académique pour du Shyamalan, mais tout de même, l'ensemble est positif et assez immersif. Voilà. Donc, rien à redire de plus là-dessus. Et là encore, il faut revoir le film avec la vision finale, peut-être, pour trouver des petits détails de mise en scène qui peuvent être intéressantes, avec quelques petits clins d'œil passés ici ou là, des flashbacks, ouais, ok. Intéressant, les flashbacks d'ailleurs. Mais voilà, sans plus. Mais ça passe bien. Alors, ce film, Glass, je me demande en fait, bah, c'est la suite claire d'Incassable. C'est clairement aussi cet anti-film de super-héros. Voilà, il avait relancé la mouvance à l'époque, après les Batman, les Superman et tout, fin années 90 et tout, c'était un peu retombé. Et il a relancé cette mode des films de super-héros avec ce film-là. Mais il l'avait fait à sa manière en mettant les comics en avant. Ce film-là fait pareil. Là, il y a pas mal de références aux comics et c'est clairement un gros parallèle à Incassable. Alors évidemment, l'effet de surprise est moindre, donc on perd en grandeur par rapport à Incassable. Et moi, j'aime bien cette tonalité-là. Et c'est sûr qu'à l'époque, à cette époque, aujourd'hui, où les films de super-héros, il y en a partout dans le spectaculaire, dans tous les sens, ici, c'est totalement le contraire. Shyamalan nous fait un film super simple, super simpliste. Il n'y a pas de spectaculaire, il y a quelques scènes de combat assez intéressantes à voir, bien filmées, et ouais, ça bouge. Mais alors, on est très très loin de la surenchère des Marvel et du DC Universe, pour ne citer que cela. Et c'est assez intéressant parce que c'est là où on se pose la question du message qu'il veut nous faire passer. Là, je ne vais pas tarder à arriver dans les spoilers de toute façon. Parce que film d'anti-super-héros ou critique de la société hollywoodienne, enfin de la production hollywoodienne depuis quelques années, qui nous balance les super-héros en surenchère chaque année avec 5 à 8 films de super-héros par an, voilà. Et je me demande si c'est pas une réponse à ça. Mais ça, encore une fois, ça peut être ça ou non, parce que c'est clairement dans le... Voilà, c'est très proche d'Incassable et il est très logique dans cette démarche. Et lui en vouloir là-dessus, ça serait peut-être faire preuve d'une petite mauvaise foi, parce que il nous offre un film qui ne dénature pas d'Incassable et qui raccorde un peu le côté split avec les personnalités assez loufoques et diverses de Kevin. Donc, c'est la fin d'une trilogie logique, et c'est ce monde-là qu'il a créé. Mais du coup, c'est assez marrant parce que, et là je commence même l'analyse avant les spoilers, c'est que on dirait que Shyamalan, avec ce film, veut reprendre le contrôle d'une hype qu'il a lui-même créée. La hype des super-héros, il l'a recréée, on va dire, avec Incassable. Et c'est un peu incroyable ici, parce que, voilà, en nous montrant un film clairement anti-spectaculaire, finalement, très centré sur ses personnages et sur l'humain, et sur le message, sur la foi, la philosophie, il y a beaucoup de trucs très Shyamalan, quoi. Et j'ai l'impression qu'il reprend le contrôle et qu'il veut dire aux gens, regardez, voilà, hein, n'oubliez pas d'où cette hype vient. Alors, ça peut paraître prétentieux si c'est ça, et c'est peut-être gênant, mais je pense comprendre ce qu'il a voulu dire, et je pense comprendre son message là, et ça fait un film méta sur l'industrie globale super intéressant, et c'est une vision qui mérite d'être creusée, et d'où l'intérêt peut-être de revoir ce film avec certains questionnements. Voilà. Donc, à partir de là, oui, c'est un petit peu, en fait, j'ai l'impression qu'avec ce film, il s'est créé une sorte d'univers Marvel parallèle à lui, avec sa vision. Parce que à un moment, il y a un plan sur un magazine, parce qu'il y a l'inauguration d'une grande tour à Philadelphie et tout. Et cette tour, voilà, dans un magazine Time, enfin un truc du genre, quoi. Et le titre de ce magazine, c'est A True Marvel. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait marrer sur le coup. Parce que j'ai un peu l'impression que ce film, pour Shyamalan, c'est une sorte de True Marvel. Il veut reconnecter à l'univers des comics, dont il est fan, clairement. Voilà. Et il aurait aimé que ce soit ça, l'univers Marvel. Enfin, sa vision de l'univers Marvel ou du MCU, ça aurait dû être ça pour lui. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'il veut nous montrer là, en disant voilà, j'aime beaucoup les super-héros, j'aime beaucoup les comics. J'ai relancé malgré moi, enfin je pensais pas que ça allait être comme ça, mais la hype des super-héros. Et j'ai créé un monstre, la bête, je sais pas, en hypant tout ça, et peut-être que c'est entre guillemets à cause de moi, alors c'est prétentieux peut-être qu'il pense ça, mais est-ce que c'est ça, j'en sais rien, que c'est malgré moi et avec le succès d'estime que Incassable a eu lieu après coup, parce que c'est vrai qu'au début c'était pas forcément ça, que les films de super-héros sont revenus à la mode, et du coup la hype Marvel et tout. Et il s'en veut peut-être un peu, et là du coup à un moment il montre ici ce qu'il aurait voulu faire, et d'ailleurs il nous montre un univers assez riche ici,
qui aurait pu déboucher sur un MCU, enfin un MCU façon Shyamalan sans souci. Donc peut-être qu'il veut reprendre le contrôle de cette hype qu'il a créée malgré lui et du monstre qu'il a créé malgré lui. Voilà, alors c'est une lecture très spéciale. Je ne sais pas du tout si c'est ça. Shyamalan est assez, ouais, il est assez dans ce trip-là pour que ce soit ça. Mais bon, est-ce que, voilà, c'est un peu prétentieux quand même si c'est ça. Mais un bon réalisateur qui a une vision et qui a un génie, parce que c'est ça aussi Shyamalan, peut se permettre peut-être cette prétention-là. Moi, je lui autorise, en tout cas, si c'est ça. Et je passe ici en mode spoiler. Parce que si je dois dire pourquoi finalement j'ai bien aimé le film, c'est là-dessus qu'il faut que je parle. Spoiler donc. Oui, j'ai bien aimé le film parce que bah, tout le final, même s'il y a des trucs qu'on voit venir si on fait attention aux choses, moi je me suis laissé en mode immersif. Toujours quand je regarde un film, 90% du temps, du moins la première fois, au cinéma, quand je suis au cinéma, je me laisse plonger dedans. Mais il y a des choses qu'on peut voir venir arriver, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce film, c'est du twist sur twist sur twist. C'est du méta-twist. On dirait même que Shyamalan a voulu ici donner du grain à moudre, un peu comme la jeune fille de l'eau d'ailleurs, à ses critiques, en mettant twist sur twist sur twist. On dit ah ouais, ben vous m'avez targué à une époque d'être le réalisateur à la twist, et ben là je vous en mets plein. Parce que pour faire passer mon message, peut-être que là je vais être obligé d'en faire une tartine pour que vous compreniez où je veux en venir. Alors ça peut paraître paradoxal, mais bon, on va peut-être y revenir. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme... Bon, allez, spoiler léger, le caméo de Shyamalan. Alors ça m'a fait trop marrer. Parce qu'en fait, voilà, il apparaît dans la... parce qu'en fait, Dunn, il a ouvert une boîte de sécurité et tout. Où il vend des appareils de sécurité. Et à un moment, il y a Shyamalan qui apparaît. Voilà, je vais acheter ça et tout. Bon, on dit, ok, un caméo basique de Shyamalan. Mais pas basique du tout, parce qu'en fait, il dit, c'est pas vous qui travaillez au stade de foot avant? Enfin, au stade de sport, machin. Ouais, parce qu'en fait, il y a 15 ans, j'y traînais, mais avec des personnes qui n'étaient pas fréquentables et tout. Bah ouais, bah en fait, il reprend son rôle de caméo d'incassable, où il est une sorte de dealer et tout. Bon, sauf que dans Split, il n'est pas ce personnage-là, donc ça fait bizarre, parce que c'est dans le même univers. Mais bon, on peut imaginer, hein, dans la folie et dans la grande mansuétude que je peux faire preuve de Shyamalan ici, que peut-être il avait un frère jumeau, ce qui expliquerait pourquoi c'est pas le même personnage. Mais bon, ça, c'est pas grave, passons. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces twists de twists de twists de twists, Shyamalan, il nous glisse plein d'indices. Et c'est vrai que quand tu vois arriver le truc à la fin, tu te dis, ah mais oui, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Par exemple, cette insistance pardon, sur les caméras de surveillance pendant tout le film, bah, c'est parce qu'à la fin, il y a une énorme importance sur le dernier twist par rapport aux caméras de surveillance. Il y a aussi ces insistances sur la citerne d'eau. Bon, on peut s'attendre à un truc, parce qu'on sait que David Dunn, sa kryptonite, c'est un peu l'eau. Et ben à un moment, il y a une scène où on voit David Dunn dans la citerne d'eau, emmené par la bête, parce que voilà, elle veut vaincre Dunn comme ça, en sachant son point faible. Et puis, il y a même un gros plan, à un moment, pas très subtil, enfin, pas un gros plan, mais un zoom, sur un trou avec une flaque à côté de cette citerne. Et ben c'est là où David Dunn va mourir. Oui, parce qu'en fait, les trois meurent à la fin. C'est fou, ça, non? Et oui, les trois meurent. Alors, avant, ça, c'est pas le premier twist. Enfin, c'est pas vraiment un twist, c'est le choc. À la fin, M. Night Shyamalan fait mourir ses trois héros. Comme si tuer la poule aux œufs d'or. Vous voyez, ah, j'ai mes trois héros, je pourrais lancer des suites de suite s'ils survivent et tout, mais non, là, je te les fais crever, c'est mort, c'est fini. Mes trois personnages ne reviendront plus, basta. Je tombe pas dans les erreurs que Marvel peut faire, machin et tout. Là, on sent que c'est une critique de ça. Non, c'est fini, terminé. Bon, ça c'est pas une révélation, c'est un choc, mais c'est un spoiler violent quand même. Non, sinon, les twists, c'est que d'abord, en fait, bon, déjà, Mr. Glass, oui, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle dans le film, Elijah Price, pendant plusieurs années, il a blousé la psy et puis tous les infirmiers. Non, il n'était pas drogué dans le machin, il cachait les pilules et tout. Alors on sait pas trop comment, si dans le bras de son fauteuil roulant, machin, ok, passons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de shortcuts et de plot holes, comme on dit, là, des trous scénaristiques. Pas des trous scénaristiques, mais des facilités scénaristiques qui sont un petit peu embêtantes parfois, mais bon, on se laisse embarquer et tout. Et il a attendu pendant 15 ans qu'il se passe quelque chose. On sent, il a attendu qu'il se passe quelque chose. Il avait la foi, il attendait qu'un autre héros arrive. Donc David Dunn, oui, mais surtout un autre, la bête, pour pouvoir réaliser ses méfaits et prouver au monde que les super-héros existaient. Parce que David Dunn seul ne suffisait pas. Donc il a attendu, la foi, en attendant, ouais, il va y avoir quelque chose, et en effet, il y a quelque chose, tant mieux pour lui. Et donc c'est Mr. Glass, Elijah, qui a créé David Dunn, ça on le sait depuis Incassable, parce qu'avec cet accident de train,
C'est comme ça que David Dunn s'est découvert incassable, et voilà. Mais il a aussi créé Kevin. Parce qu'en fait, on apprend que bon, c'est les fractures familiales qui ont créé la folie et tout de Kevin, et plus que la folie. Et que son père, il pensait que son père était parti, machin. Mais en fait, non. Le père de Kevin, il est mort dans ce train. Pour ça, je pense qu'il le savait. Mais il n'avait pas l'intention d'abandonner son fils, du tout. Il est mort dans le train que Elijah a fait dérailler. Le même train où il y avait David Dunn. Waouh! Donc on apprend en gros que Mr. Glass, Elijah, c'est Dieu. C'est lui qui a créé David Dunn et c'est lui qui a créé Kevin. C'est lui qui a créé les deux antagonistes. C'est lui qui a créé le grand vilain et le super-héros. Mec, c'est Stan Lee, quoi. C'est lui qui a créé le truc. C'est génial, non? Donc ça m'a fait... Ouais, alors c'était un peu couru d'avance, si on réfléchissait. C'est pas une révélation hyper choc, mais moi j'ai trouvé ça génial. Et puis il y a la révélation autour de la psy. Parce que la psy, jouée par Sarah Paulson, en fait, elle fait croire à un moment, ouais, vous n'êtes pas des vrais héros et tout. Bon, ça fait bizarre, mais en fait, cette fille, c'est une sorte de chef de secte, une secte du trèfle, ils ont un tatouage de trèfle, bon, voilà. Une secte qui existe depuis 10 000 ans et qui doit cacher au monde l'existence des super-héros pour protéger les humains, etc. Waouh! Alors c'est pas assez développé. Mais pourquoi n'est-ce pas assez développé? On va voir, on va y revenir. Bref, voilà, machin, tout ça. Sauf que c'est pas la fin. À un moment, on poursuit et tout, et tu te dis que là, ah ouais, mais là, c'est sûr, il va se passer quelque chose. En effet, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'en fait, Mr. Glass était plus intelligent que ça. Les trois sont morts, mais post-mortem, Mr. Glass, il avait uploadé des vidéos sur Internet, sur un serveur privé. Mais ça, on le voit à un moment. Il trifouille un ordinateur et tout. Et on sent qu'il va y avoir quelque chose. Et en effet, il upload les vidéos de caméras de surveillance qui montrent des bastons et tout. Et il révèle au monde entier donc l'existence des super-héros. Un peu comme dans X-Men et tout, à ce côté-là. Ou dans Heroes, la série. Pas du tout la même dimension, mais bon, c'est pas grave. Et le problème de cette fin, et c'est là que je dis que le film est sorti trop tard, et je reviens à ce que je disais plus tôt dans la vidéo, c'est que ça sort trop tard. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut pas prouver et choquer, enfin, on peut pas choquer des gens avec des caméras de surveillance, quoi. Le cinéma, les montages, la 3D, tout ce que vous voulez, on peut trafiquer facilement des images comme ça. On peut très bien, voilà, aujourd'hui, vous verrez, si on voit, tiens, aux news et tout, qu'il y a des caméras de surveillance qui montrent des gens se battre incroyables avec des pouvoirs et tout, ben on pourrait se dire, ouais, mais bon, c'est un superbe truc amateur, limite, c'est une promotion pour un futur film ou une future série Netflix qui va sortir. Bref, c'est dommage parce que la révélation là est insuffisante. Et c'est là-dessus que je vais conclure, je pense. C'est là où on peut se poser la question, entre ça et le fait que le côté de la secte, protection d'humanité contre les super-héros et tout, ne soit pas développé, on se demande si là, il n'a pas voulu lancer, notre cher Shyamalan, son Shyamalan Universe étendu, qui pourrait accoucher d'autres films sans les trois. Évidemment, ils sont morts, mais avec d'autres super-héros ailleurs. Parce qu'à un moment, d'ailleurs, la psy, là, qui est plus qu'une psy, donc elle dit « Ouais, bah maintenant, il faut que j'aille dans une autre ville. » Sous-entendu, ailleurs, il y aurait des gens qui seraient comme nos trois héros qui sont morts. Et est-ce que c'est pas une porte ouverte? On ne sait pas, hein, il a peut-être d'autres idées, à d'autres films qui pourraient être centrés dans cet univers, et on verrait cette secte contre d'autres héros, et on en apprendrait plus sur cette secte, machin, tout ça. Pourquoi pas? Ou alors c'est un clin d'œil, un pied de nez, une critique vraiment encore plus machin. Il dit ouais, moi je vous laisse miroiter un truc, mais en fait pas du tout. Ah oui d'ailleurs, autre chose qui nous laisse miroiter l'ami Shyamalan. Pendant tout le film, on croit qu'il va y avoir l'affrontement final sur la nouvelle tour là de Philadelphie construite et tout. On s'attend à un truc spectaculaire qui mélangerait King Kong et films de super-héros, Avengers, tout ce que vous voulez. Mais en fait, il nous le miroite, mais ça n'aura jamais lieu. Ce qui montre et qui prouve du coup que ce film est totalement anticlimatique, enfin, il n'y a pas le spectaculaire final, la fin n'est pas spectaculaire, et donc ça c'est une critique aussi donc des Marvel et compagnie qu'il a voulu faire, il nous a voulu nous faire croire ça, mais non, pas du tout, c'est pas mon genre, c'est ça son message. Donc voilà, c'est... ouais, il y a tellement de choses à dire. Voilà, c'est limite, là, j'ai parlé, je sais pas pendant combien de temps, j'aurais envie de le revoir pour me faire un véritable avis. Je pense que je serai obligé de le revoir avant la fin de l'année pour me faire un avis et savoir où le mettre dans mon top final. Parce que là, aujourd'hui, voilà, je vais mettre 7 sur 10 à ce film. Mais je vous le dis, face à face, là, et ça reste entre nous, 7 sur 10, là, ça ne veut rien dire. Parce que, ouais, j'ai beaucoup aimé la fin, c'était immersif et tout. Il y a des défauts et des trucs
Forcément, comparé à Incassable, et ça ressemble beaucoup à Incassable sur certains points, mais c'est en dessous. Il y a des trucs qui sont un petit peu front, voilà, grossiers dans, voilà, je te mets ça, ça va avoir une importance à la fin, mais bon, on connaît Shyamalan et c'est ses codes, bon, ça passe. Mais j'ai un peu l'impression que le message derrière est tellement riche et tellement profond que j'ai aimé ce film pour ça, parce que je sens qu'il y a quelque chose derrière. C'est paradoxal, mais je me suis quand même fait un bon divertissement dessus. J'étais content de me retrouver avec ces personnages-là, connus des films d'avant, et la conclusion m'a paru positivement correcte. Voilà, avec des twists qui m'ont bien embarqué, que j'ai plus ou moins vu venir. Il y en a certains que j'ai pas vu venir du tout, d'autres, voilà, bon, la psy chantait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas derrière. Et le coup de glace à la fin, je le sentais venir aussi, mais ça a été vraiment bien fait, quand même. Le seul truc que j'ai pas vu venir au final, vraiment à 100%, c'est que les trois héros meurent. Et ça, gros choc émotionnel aussi, quand ça arrive à la fin, avec des acteurs au top quand même aussi. C'est là où les personnages secondaires aussi finalement prennent leur relief, la mère d'Elijah, le fils de David, et donc l'ami de Kevin, Casey. Là, ça se passe super bien, et puis bah voilà. Donc j'ai quand même bien aimé le film, mais, avec un espoir de plus encore, et avec quelques réserves. Voilà, c'était très compliqué de faire cette impro ciné-critique. J'espère que vous n'êtes pas endormi en l'écoutant ou que vous êtes allé au bout. Si vous êtes arrivé là, bah, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas en commentaire à balancer tout ce que vous voulez là-dessus, parce que c'est vrai que là, ça peut mener à des gros débats, y compris si vous avez détesté le film. Et moi, je vais m'empresser de regarder la critique d'autres youtubeurs et tout, parce que j'ai hâte de voir comment ils ont détesté le film. Allez, à la prochaine. Ciao.